J'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Donc, bien souvent, donc merci beaucoup. Je t'offre un petit cœur. Quelle générosité. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer à oméga, plutôt, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des issues qu'on peut quantifier de manière numérique, donc certaines variables x. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement les événements qui sont probablement fort compliqués, mais certaines quantités qu'on arrive à extraire de ces expériences qui vont nous renseigner sur telle ou telle partie qui est la plus pertinente à notre problème au problème auquel on s'intéresse. Et donc c'est quoi? Ça nous amène à une définition de variable aléatoire. Plus spécifiquement, mais dans le cadre de ce cours-ci, on ne s'intéresse que à ça, c'est variable aléatoire réelle. Vous verrez dans des cours suivants qu'il y a d'autres types de variables aléatoires. Une variable aléatoire réelle, pour nous c'est simplement une fonction x qui prend une expérience aléatoire et qui la transforme en nombre réel. Donc si je reviens ici, je prends mon expérience aléatoire et je transforme les oméga en des nombres réels, donc des quantités mesurables qui sont ordonnées, que je peux comparer, que je peux additionner, je peux prendre des produits, tout ça. Donc une variable aléatoire, c'est une fonction qui transforme les issues de l'expérience en nombres réels. Alors en plus de ça, elle doit satisfaire un certain nombre de contraintes techniques. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs ou des parents qui sont en ingénieur ou même en maths, ils vont hurler en voyant cette définition, parce qu'en fait, en vrai, la définition elle est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a une condition de mesurabilité que je ne vous donne pas. Je ne vais même pas vous en parler. Mais en vrai, il faut demander certaines choses à la fonction, mais dans le cadre de ce que vous allez étudier vous, cette condition ne sera jamais violée, et donc il suffit de s'en passer. Donc pour vous, une variable aléatoire, c'est une fonction qui transforme l'expérience, les oméga, en nombre réel. Par exemple, si vous prenez l'expérience qui est de regarder un patient et de regarder sa durée de vie avec un certain type de cancer, vous ne regardez pas toute l'expérience oméga, vous regardez uniquement la durée de vie du patient. Ça peut être la même chose avec un composant électronique ou une voiture. Vous n'allez pas regarder toute l'expérience associée à la voiture, c'est compliqué. Vous plutôt regarder uniquement la durée de vie. Même chose pour votre famille quand elle ira voir votre performance à l'université. Ce qu'elle va regarder, c'est pas toutes les difficultés qui sont associées à l'année, toutes les conditions autour, c'est simplement la cote finale que vous avez eue à vos examens. On mesure la qualité de telle ou telle condition sociale dans une région en regardant le taux de chômage, on regarde le nombre de cambriolages, on regarde le prix d'un baril de pétrole, on peut regarder le nombre d'infectés ou le nombre de surinfectés, etc., etc. Donc on a le oméga qui est l'expérience aléatoire compliquée, et cet oméga on le transforme en nombre réel à l'aide d'une variable aléatoire. Alors l'origine de la dénomination est facile. X, c'est la variable du problème, c'est la variable, mais elle est aléatoire. Pourquoi? Parce que x, x on sait ce qu'il fait, c'est une fonction on sait toujours ce que ça fait, mais x, il prend un oméga qui lui est tiré de façon aléatoire. Et on lui associe une certaine quantité x de oméga. Ok? Alors si on a une variable aléatoire x, soit x une variable aléatoire, on appellera, donc on ne peut pas savoir ce que x va donner à l'avance, parce que x va être mesuré sur un certain oméga, ça va être mesuré sur un patient, ça va être mesuré sur un élève de l'année, et donc un élève qui sortira de maths aura plus tendance à avoir une cote élevée, un élève qui sort de maths faible aura plus tendance à avoir une cote plus basse, en tout cas c'est l'a priori qu'on pourrait avoir, et donc on ne peut pas savoir les valeurs de x à l'avance, mais ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir en anglais, on dirait to hedge your risks. Ce serait de mesurer la probabilité de tel ou tel événement. Par exemple, si vous avez un patient, vous voulez savoir s'il va survivre plus de 6 mois, parce que dans 6 mois, il y aura un certain type de traitement qui sera disponible, vous allez vous intéresser à la probabilité que la durée de vie soit plus grande ou égale à 6. Le fait de pouvoir calculer toutes ces probabilités-ci est extrêmement important. Donc x est aléatoire, on ne sait pas ce qu'il va donner. La seule chose qu'on peut mesurer ou calculer sont les probabilités associées à x, et cette
le fait de pouvoir calculer ça, toute la formule qui permet de calculer ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle la loi de x. La loi d'une variable aléatoire, c'est une description complète et exhaustive de toutes les valeurs de probabilité associées à x. Ok? Un exemple, ce serait le lancer d'un dé. Si vous devez lancer un dé, vous savez que votre résultat, ce sera 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ben, si je vous dis que le dé est équilibré, ben, vous savez que x, il prend les valeurs entre 1 et 6, et que la probabilité que x soit égal à n'importe quoi, c'est 1 sur 6. Avec cette information-ci, avec ça, ben, vous savez tout calculer. Si je vous demande, tiens, quelle est la probabilité que le dé soit plus grand que 3, ben, vous allez un peu bidouiller avec ces gens-ci. C'est-à-dire que la donnée du fait que x est entre 1 et 6 et que la probabilité que x soit égale à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ça vaut 1 sixième. Cette donnée-là, c'est la loi de x. D'accord? Vous suivez ceci? Ok. Un autre exemple un peu moins trivial, ce serait vous avez des clients qui rentrent dans un magasin et vous regardez le nombre de clients qui sont rentrés un samedi matin pendant la première heure. Alors pour des raisons, les experts savent, et vous faites confiance aux experts, on sait que les experts vont vous dire qu'il faut modéliser cette expérience aléatoire-ci ici, en disant que x peut prendre n'importe quelle valeur entière positive, donc c'est ceci, ça, et la probabilité que x soit égal à i, elle est donnée par cette formule. Oubliez les valeurs numériques de la formule, ne vous en inquiétez pas, les probabilités sont données par cette formule. Et donc ça dit quoi? Ben, ça dit que x il peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Et la probabilité qu'il prenne n'importe quelle valeur, ben, c'est donné par cette formule-ci, et cette formule, ça se calcule. C'est ce qu'on appelle une loi de Poisson. Mais si on a cette formule-là, après, mathématiquement, pour vous, avec votre niveau de maths, ou même dire sans ordinateur, c'est pas simple. Hein. Même moi, je sais pas calculer ce truc-là. Si lambda il vaut un nombre compliqué, genre pi, si lambda vaut pi et i vaut 18, moi je sais pas calculer pi puissance 18 sur 18 factoriel. Mais un ordinateur sait le faire pour vous. Et si je vous donne cette formule-ci, bah vous savez tout calculer. Cette formule-là, elle vous donne la loi. Cette formule-ci, tout ça, ça vous donne la loi de x. Vous avez une formule qui permet de calculer toutes les probabilités. Est-ce qu'il faut connaître cette formule? Non. Elle sera dans un formulaire, vous y avez accès. Comment est-ce qu'on sait que c'est une loi de Poisson? C'est moi qui te le dis. Ça porte un nom. Cette loi, cette formule bizarre ici, certains d'entre vous l'ont déjà vue, d'autres l'ont jamais vue. En fait, cette formule, elle revient tout le temps. C'est une formule importante des maths qui est très pratique pour les gens comme vous. Vous allez la revoir régulièrement dans votre carrière et ça porte un nom en honneur d'un mathématicien qui s'appelait Poisson. On appelle ça la loi de Poisson. Vous suivez l'intuition de ce que je vous raconte? Ok. Alors, ceux-ci, ce sont des exemples qu'on appelle en fait discrets. C'est-à-dire, c'est des exemples où l'espace des valeurs est dénombrable. Ici, c'est dénombrable, ici, c'est dénombrable. Il y a des exemples qui ne sont pas discrets, qui sont en fait des exemples continus. Souvenez-vous, on en avait parlé, enfin, ceux qui étaient là, on en avait parlé au premier cours. Mais on pourrait aussi avoir des exemples qui ne se calculent pas avec des sommes ou avec des listes, mais avec des fonctions. Un exemple typique, ce serait, on prend la durée d'un trajet de livreur. Pour une raison qui sera expliquée plus tard, on modélise ça avec, en prenant x qui peut prendre toutes les valeurs réelles dans le continu du réel, donc la droite réelle. Et la probabilité que x soit plus petit ou égal à x se calcule avec cette formule-ci. De nouveau, oubliez, je ne sais pas s'il y en a peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà cette formule, les autres ne vous inquiétez pas, on va revoir ça en détail. Et donc avec ceci, voilà de nouveau, donc ça c'est ce qu'on appelle la loi normale, ou la loi gaussienne. Ben, de nouveau, ça vous permet, cette assignation vous permet de calculer toutes les probabilités qui vous intéresseraient avec la durée d'un trajet de livreur. Alors ici, j'ai une question, c'est quoi le lambda au-dessus? Le lambda ici, c'est juste un paramètre. Ça, c'est le nombre moyen de clients. Donc si d'habitude tu as 14 clients pour la première heure, bah, ta probabilité va se calculer avec ceci, avec lambda qui vaut 14. Voilà.
La quantité x qui vous intéresse peut être de toute nature. Ça peut être une durée de vie, ça peut être une cote en examen, ça peut être un prix d'un baril de pétrole à un instant donné, ça peut être une intention de vote, ça peut être une durée de séjour dans un hôpital, ça peut être un nombre d'infectés, ça peut être un nombre de patients en soins intensifs, ça peut être le nombre d'accidents graves, ça peut être la durée d'un embouteillage, ça peut être la température, ça peut être plein de choses. Toutes ces quantités-là sont aléatoires, on ne peut donc pas les prédire. Le seul objet qui va vous intéresser dans ce cas-là est la loi. Le seul objet qui vous intéresse pour une variable aléatoire, c'est sa loi, parce qu'avec sa loi, vous pouvez mesurer les risques avec précision. Vous ne pourrez jamais déterminer x à l'avance, ce n'est pas possible sauf si on triche, c'est une expérience aléatoire, mais avec la loi, vous allez pouvoir calculer ou même ou parfois estimer les probabilités que tel ou tel événement arrive. Ok? L'intuition est ok? Donc si je résume, x est aléatoire, donc on ne peut pas savoir ce qu'il vaudra à l'avance. Mais donc vous avez un médicament et on vous dit ce médicament guérit. Vous guérirez, en prenant ce médicament, vous guérissez 1 fois sur 10. Et 9 fois sur 10, vous mourrez en vous vidant de votre sang. On ne sait pas si vous allez guérir ou mourir en vous vidant de votre sang, mais si vous savez que vous avez 9 chances sur 10 de mourir en vous vidant de votre sang, vous n'allez probablement pas prendre les médicaments. Ben, ce que vous voulez savoir, c'est on veut calculer les probabilités que x appartiennent à tel ou tel, enfin on veut pouvoir calculer tous les p de x appartiennent à A avec A quelconque. Pouvoir calculer ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle avoir la loi de x. La loi de x, définition, la loi de x, c'est une description complète et exhaustive de toutes les probabilités de x dans, j'ai mis des b, donc je vais mettre un b ici, dans b avec b quelconque. Ok. Alors, il y a quelques propriétés simples des variables aléatoires qu'il faut connaître. La première, c'est que la probabilité que x appartienne à R, c'est toujours égal à 1. Bah oui. Donc, théorème qu'on va vite prouver. Enfin, c'est même pas prouver, en fait, c'est juste remarquer. Si x est une variable aléatoire, alors la probabilité que x soit dans R doit valoir 1. Bah oui, ça c'est clair, parce que x, c'est une fonction de oméga dans R. Donc la probabilité que x soit dans R, c'est en fait la probabilité de oméga. C'est juste la probabilité, tous les événements de oméga sont envoyés dans R, donc c'est juste la probabilité de oméga, et ça, par les propriétés d'une proba, ceci, on sait que ça vaut 1. Donc la probabilité que x soit, la probabilité que x soit dans R, que x soit quelque part entre moins l'infini et plus l'infini, ça vaut 1. C'est trivial? Oui, c'est trivial, vous avez raison. Deuxième chose triviale, la probabilité que x soit dans un ensemble quelconque est toujours entre 0 et 1. Bah oui, je veux dire, c'est idiot, c'est une proba. Donc par la définition d'une proba, on sait qu'une probabilité c'est toujours plus grand que 0, c'est toujours plus petit que 1. C'est dans la définition. C'est dans la définition de P. Alors, est-ce que j'ai pas quelque chose de plus intéressant à raconter? Oui, quand même. Le troisième est peut-être plus intéressant. La probabilité que x soit dans A union B, je vous annonce que c'est la probabilité que x soit dans A plus la probabilité que x soit dans B moins la probabilité que x soit dans A inter B. Ben oui, ça c'est évident, parce que ça c'est quoi? Ça c'est la probabilité de l'ensemble des oméga tel que... En fait, est-ce que je dois même l'écrire? Ça c'est quoi? Ça c'est la probabilité que x soit dans A ou x soit dans B
Et ça, bah, par définition des probas, je réutilise juste les règles des probas. C'est la probabilité que x soit dans A, plus la probabilité que x soit dans B, moins la probabilité de l'intersection. Donc j'ai une question ici. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je vais l'écrire proprement. C'est juste dans la définition d'une proba. Donc le premier, il est évident. Le deuxième est évident. Le troisième, je ne sais pas s'il l'est aussi pour vous. Oui, c'est ça, Lina. R n'est pas égal à oméga, mais R contient tous les points de oméga sont envoyés par x sur un point réel. À dire que R est égal à oméga, c'est un peu poussé. Alors, troisième règle, c'est quelque chose que vous savez. Tout ceci, vous savez déjà, en fait. Hein. La probabilité que x soit plus petit ou égal à x, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus grand que x. Bah oui, ça c'est aussi évident, parce que quoi? Parce que le complémentaire de l'événement que x est plus petit ou égal à x, Lina, il n'y a pas de nombre imaginaire dans les probas. Non, on va pas jouer dans les imaginaires, t'inquiète pas. Donc le complémentaire de x plus petit ou égal à x, c'est x plus grand que x. Les événements de oméga qui sont envoyés par quelque chose qui est plus petit que x, enfin qui ne sont pas envoyés par quelque chose qui est plus petit ou égal à x, sont envoyés par x sur quelque chose qui est plus grand. Du coup, P de x plus petit ou égal à x complémentaire, on sait que c'est 1 moins la probabilité que... non, je vais peut-être faire ça dans l'autre sens. On sait par les règles d'une proba que ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Alors, une autre règle que j'ai oublié de mettre, je vois, c'est que la probabilité que x soit égal à x, c'est en fait la probabilité que x soit plus petit ou égal à x, moins la probabilité que x soit strictement plus petit que x. Ça, c'est vrai aussi. Pourquoi? Parce que x plus petit ou égal à x, cet événement-là, c'est l'événement x plus petit en union avec l'événement x égale x. Du coup, j'applique les règles des probas. Ça. Et pourquoi c'est bien plus et il n'y a pas de soustraction? Parce que les deux événements sont disjoints. Celui-ci et celui-ci sont disjoints. Ok, donc j'ai la première règle ici qui est que x est toujours... L'événement que x est entre moins l'infini et plus l'infini, c'est un événement certain, probabilité 1. Toutes les probas sont entre 0 et 1. La probabilité que x soit dans une union, ça s'écrit comme la somme moins la différence, qui est ici. La quatrième, c'est celle-ci, qui permet de passer d'un événement à son complémentaire. La cinquième que j'ai oublié de mettre dans les notes, c'est celle-ci. Voilà. Et la dernière, c'est que si x est plus petit ou égal à y, alors la probabilité que x soit plus petit ou égal à petit x est plus petite ou égale à la probabilité que x soit plus petit ou égal à petit y. Alors si on y réfléchit, donc ceux d'entre vous qui se sont endormis, réveillez-vous. Ceci n'est pas simple, mais c'est facile. Je m'exprime super bien, moi. Imaginez que x, c'est... Oui, ça c'est dans les slides. Imaginez que x soit plus petit ou égal... Donc, allez, je vais réécrire peut-être avec un exemple numérique. La probabilité que x soit plus petit ou égal à 10 est plus petite que la probabilité que x soit plus petit ou égal à 100. Bah oui, il y a plus de chances d'être plus petit que 100 que d'être plus petit que 10, vu que 10 est
plus petit que 100. Je sais pas si... Ouais, je sais pas exprimer, ça me paraît tellement évident. Je sais pas si c'est évident pour vous, ce truc-ci. Donc, imaginez... je vais peut-être prendre avec des cotes. Imaginez que X, ce soit votre cote à l'examen de maths. Ok, merci, parce que j'étais en train de m'enfoncer là. Bon, vous avez plus de chances d'être plus petit que 20 que d'être plus petit que 10. Ouais, si c'est clair, ça m'arrange bien. Alors, comment est-ce qu'on fait la preuve? Alors, en effet, la probabilité... Donc, je vais regarder l'événement. Je vais faire un petit dessin. C'est toujours bien avec un dessin. Donc ça, c'est ma droite réelle. J'ai x qui est ici, j'ai y qui est là. Par définition, y est plus grand ou égal à x. Et donc, jusque x, c'est ceci. Puis à partir de x, j'ai ceci. Alors, est-ce que c'est clair que x plus petit ou égal à y, cet événement-ci, c'est en fait cet événement-là. Être plus petit ou égal à y, c'est soit être plus petit que x, soit être strictement compris entre x et y. Est-ce que tout le monde voit ceci? Donc, pour être dans la partie rouge plus orange, il faut être soit dans la partie rouge, soit dans la partie orange. Nickel, merci Christine. Du coup, on applique les règles des probas. La probabilité de celui-ci, c'est la probabilité de rouge en union avec orange. Rouge et orange sont disjoints. Donc je peux simplement utiliser l'axiome qui dit que c'est ceci. Clara, c'est merveilleux ce que tu dis. Sur 200 nombres, il y en a plus qui sont plus petits que 100 que plus petits. Même j'ai du mal à le dire. Mais oui, on est d'accord avec... donc pour ceux qui regardent que la vidéo, il y a quelqu'un dans le chat qui met... peut-être utiliser la phrase, ouvrez les guillemets, sur 200 nombres, il y en a plus qui sont plus petits que 100 plutôt que 10. Et c'est exactement ça qui est exprimé ici. Ici, là. C'est juste, il y a plus de nombres qui sont plus petits que 20 que de nombres qui sont plus petits que 10. Enfin, voilà. Merci Clara. Donc si je reviens à ma démonstration, est-ce que l'arrivée jusqu'à cette ligne-ci est claire? Donc ça. Ok. Et après, c'est une bête remarque, c'est que ceci, c'est une proba. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça vaut quelque chose. Mais cette probabilité, elle est plus grande que 0. Et donc ceci, c'est plus grand que ça. Alors il y a un petit corollaire de ceci qui sera extrêmement utile. C'est que si ça est égal à ça, nécessairement, ça est égal à ça moins ça. Attention au plus petit strictement au bas. On a ceci. Et ça aussi, j'ai oublié de la mettre. J'ai pas bien fait mes slides. Cette formule-là est aussi fort utile. Donc ça, c'est vrai, évidemment, uniquement pour tout x plus petit ou égal à y. Ok? Donc, je vais prendre mon exemple. Je considère une cible circulaire de rayon 60. Une cible circulaire de rayon 60 divisée en 6 portions de taille égale numérotées de 1 à 6. Je ne vais jamais réussir à faire 6 portions comme ça. Donc je vais faire quoi? Comme ça. Voilà. Donc 1, 2, 3, elles sont censées de taille égale. 4, 5, 6. J'ai donc divisé ma cible en 6 portions de taille égale numérotées de 1 à 6. Je lance une fléchette. Voilà, ça c'est une fléchette. Je lance au hasard sur la cible. Et je suppose que
que ma fléchette va tomber sur ma cible quelque part totalement au hasard. Bah, comment est-ce que je décris la loi de... Et donc x c'est le résultat. Comment est-ce que je décris la loi de x? Bah, clairement, x il appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la probabilité que x soit égal à i, bah, c'est juste une chance sur 6. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Bah, tu lances... Pardon. Tu lances totalement au hasard, donc ça va tomber, ça peut tomber n'importe où dans ta cible, ça peut tomber absolument n'importe où. Donc quelle est la probabilité qu'elle tombe pile au centre? Bah, il n'y a aucune chance qu'elle tombe pile au centre. Elle va tomber... Par contre, tu peux avoir une probabilité qu'elle tombe exactement ici, ou qu'elle tombe ici. Et donc ce qu'on suppose, c'est que c'est totalement au hasard, et donc il y a autant de chances que ça tombe dans l'une ou l'autre région. Je m'amuse avec mes couleurs. Et donc, si x est le résultat, bah, x il peut valoir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Et la probabilité que x soit égal à i, où i c'est 1 jusqu'à 6, bah, c'est 1 une chance sur 6. Donc en fait, l'expérience que je suis en train de décrire ici n'a aucune différence avec l'expérience du lancer de dés. Et si on demandait, bah, tiens, quelle est la probabilité que x soit entre 1 et 6, bah, c'est 1, parce que x vaut soit 1, soit 2, soit 3, jusqu'à soit 6. Quelle est la probabilité que x soit entre 1, 2 ou 2, 4, 5, bah, ça veut dire que x soit entre 1 et 2 ou entre 2, 4, 5, et on retire la probabilité de l'intersection. Quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4, bah, c'est 1 moins la probabilité que x soit 5 ou 6. Yasmine, tu m'as dit que tu n'arrives pas à lire ceci. Oui. Corollaire. Un corollaire. Ah. Corollaire. Voilà. Alors mon expérience ici, elle n'est pas méga top, mais ça pourrait être intéressant si au lieu de diviser, donc c'est ce que je raconte dans mon deuxième exemple ici, dans l'exercice, ce serait intéressant de regarder ce qui se passe quand on subdivise non pas en portions de taille égale, mais en cercles concentriques en rayons 10, 20, 30, 40, ça ressemble à rien, je suis désolé. Voilà, j'ai 6 portions ici maintenant. Donc la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Mon dessin ne ressemble à rien. Voilà, question non triviale, mais pas non plus fantastiquement compliquée. C'est de décrire la loi de x dans ce cas-là. Je vous laisse y réfléchir. Voilà, j'ai maintenant divisé ma cible. Oui, je suis désolé, j'ai raté complètement mon dessin. Je divise ma cible en 6 morceaux, mais 6 morceaux maintenant qui ne sont pas des morceaux de taille égale comme ici, mais qui sont des morceaux de taille variable en fonction de la région. Et x c'est toujours le résultat. Exercice que je vous soumets. Exercice de déterminer la loi de x dans ce cas-ci. Donc x appartient toujours à 1 jusqu'à 6, mais il prend des probabilités avec des valeurs différentes. Je vous laisse y réfléchir. Il y a une question de Mona, je ne comprends pas la dernière ligne juste avant le corollaire. Bah, ici, c'est juste de dire que si ça est égal à ça plus ça, étant donné que celui-ci est positif, bah ça, c'est ça plus quelque chose de positif. Donc ça est plus grand que ça. Ça est plus grand que ça. 8, c'est 6 plus 2. Donc 8 est plus grand que 6. Parce que 8, c'est 6 plus 2. Ça va? Ok.
Alors, il y a un autre exercice que je vous laisse faire, c'est de tracer le graphe de la fonction qui est ici, pour tout x dans R. Je ferai ça, je crois que je ferai ça au début du prochain cours, donc lundi prochain. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette section? La définition de variable aléatoire, la définition de la loi de variable aléatoire, l'intuition qu'il y a derrière, différents exemples de variables et de loi, et le théorème. En fait, on n'a vu qu'un seul, donc on a vu que 1, 2, 3, 4, plus 5, plus lequel 6. On a vu 6 formules qu'il vous faut connaître. Alors, je vais prendre on va bientôt arrêter. Je vais juste prendre un peu d'avance et terminer cette section-ci, mais je reprendrai avec cette section la semaine prochaine parce que ça va aller trop vite et c'est relativement, c'est pas compliqué, mais c'est quand même relativement sophistiqué, on va dire. C'est qu'en fait, il y a deux types de variables aléatoires que vous devez connaître. Il y a les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. Et ces deux types-là de variables aléatoires font des choses extrêmement utiles, qui s'interprètent assez facilement et assez joliment même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux expériences aléatoires typiques. Celles dans lesquelles on compte des issues et celles dans lesquelles on mesure des issues. Donc celles dans lesquelles on compte des issues, quelque part on compte, on dénombre, il y en a 0, il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, etc. Ça, c'est ce qu'on va associer à la notion de variable aléatoire discrète. Et celles dans lesquelles on mesure un tour de tête d'un enfant, on mesure une vitesse de course d'un athlète, on mesure une durée d'un temps de séjour d'un patient sur une table d'opération, ce genre de choses. Ça, on va associer ça à la notion de continu. Mathématiquement parlant, c'est quoi une variable aléatoire discrète? Une variable aléatoire discrète, c'est une variable aléatoire qui ne peut prendre qu'un nombre dénombrable de valeurs différentes. Donc ceux d'entre vous qui n'étiez pas là au début du cours, essayez de retourner dans le chapitre, le tout premier chapitre, on a parlé de la notion de dénombrable contre non dénombrable. Une variable aléatoire qui peut prendre un nombre dénombrable de valeurs différentes, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire discrète. Si jamais une variable aléatoire n'est pas discrète, elle sera soit mixte, soit continue. On y reviendra un peu plus tard. Alors, des exemples de variables aléatoires discrètes et des exemples de variables aléatoires continues ou mixtes, mais il y en a plein. Discrètes, c'est les codes finales, ça appartient à 0 jusqu'à, disons 20. Un nombre de cambriolages, il peut y en avoir un certain nombre qui est naturel. Nombre d'infectés aussi, ça peut être un certain nombre d'infectés qui est naturel. Exemple de variable aléatoire continue, ce serait une durée de vie, un taux de chômage, une température. Ce sont des choses qu'on mesure. Ici, ça appartient on peut dire que ça appartient au réel, ça appartient à 0, 1. Ça appartient à... je sais plus quel est le zéro absolu. Moins 273 243 c'est quoi le zéro absolu en Kelvin vous qui avez un cours de physique? Merci. 273,15. Donc ça va jusqu'à moins 273,15 et puis ça va... c'est un intervalle ouvert qui part de moins 273,15 jusqu'à plus l'infini. Il n'y a pas de température maximale. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, on va brièvement expliquer comment on décrit la loi. Donc, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les issues. Ce qui nous intéresse, ce sont les lois. Une variable aléatoire discrète. Donc, accrochez-vous. C'est des formules. En fait, maintenant, ça va être des formules qui décrivent des choses que vous compreniez déjà avant, mais qui les décrivent dans un langage qui va permettre d'étendre à des choses que vous ne comprenez a priori pas spécialement. Donc on sort un peu du cadre de ce que vous avez vu dans le secondaire pour se donner un langage plus efficace. Donc si on a une variable aléatoire discrète, c'est quoi? C'est une fonction, j'ai déjà dit ça, c'est une fonction x de oméga dans R qui a une propriété qui est qu'il existe des nombres réels x1, x2, x3, donc xi, i qui va de 1 à n avec n éventuellement infini, telles que les probabilités associées se calculent en sommant. Donc on somme des probabilités d'événements atomiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des événements atomiques. Alors peut-être avec un petit dessin, c'est mieux qu'avec la formule. Si vous avez une variable aléatoire discrète, votre oméga, disons que c'est ceci,
Si votre variable est discrète, votre oméga il est là, elle va de oméga dans la droite des réels, et la variable sera discrète s'il y a un certain x1, un certain x2, un certain x3, un certain x4, jusqu'à un certain xn, avec n qui peut même être infini, tel que la probabilité que x soit dans B, imaginons que le B ce soit l'événement vert que je vais dessiner ici, la probabilité d'être dans B, c'est simplement la probabilité que x soit égal à x1 plus la probabilité que x soit égal à x2. Oh, j'écris trop mal. Plus la probabilité que x soit égal à x2 plus la probabilité que x soit égal à x3. C'est juste de dire qu'il existe des nombres qu'on appelle les atomes de la loi, qui sont tels que la probabilité d'appartenir à telle ou telle région, c'est simplement la probabilité c'est la somme des probabilités sur les atomes de la loi qui sont contenus dans la région qui vous intéresse. Par exemple, si je prends la région mauve ici, celle-là, la probabilité que x appartienne à la région B tilde que je mets en mauve, c'est quoi? Ça va être la probabilité que x soit égal à x3 plus la probabilité que x soit égal à x4 plus la probabilité que x soit égal à xn. Comprenez ça? Et donc, une variable aléatoire discrète, ce n'est rien d'autre qu'une variable aléatoire dont la loi est entièrement résumée dans quoi? Dans la donnée de ces nombres-là et ces probas-ci. Et alors j'aime bien cette expression par métonymie. Donc on donne le nom de loi. Donc on appelle la loi de x la donnée de ces nombres-là, donc les nombres que peut prendre, les valeurs que peut prendre x, et la suite de toutes les valeurs associées aux différentes probas. Donc par métonymie, on appelle loi de x la donnée de ces nombres-ci, qui sont les différentes valeurs que ça peut prendre, et la définition des probabilités qui y sont associées. Alors Lina, tu dis quoi? Donc les atomes représentent... Les atomes représentent pas spécialement les événements, parce que les événements c'est plus compliqué. Si tu prends ta cote, ta cote c'est 0 jusqu'à 20. Ok, mais tu peux aussi t'intéresser à l'événement. Est-ce que ma cote sera plus grande ou égale à 10? Ou est-ce que ma cote sera 9 ou 10? Donc les événements c'est tout ce que tu peux composer, mais à partir des atomes de ta loi, tu sais recomposer tous tes événements. C'est clair? Ok, merveilleux. On va arrêter là les gars, parce que en fait, je donne cours à 15h à d'autres gens. Vous aurez des petites vidéos de moi pendant la semaine, ça va être chouette, où j'essaierai de refaire un peu mieux la partie base, et peut-être de prendre un tout petit peu d'avance pour la partie variable aléatoire. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre